va passer maintenant aux chiffres. Je disais tout à l'heure qu'on allait avoir des chiffres et des enseignements. On va justement voir avec nos deux prochains intervenants les derniers chiffres et enseignements de l'Observatoire du parcours d'achat à domicile qui a été réalisé par BVA Excite et La Poste Solutions Business. Et pour ça, je vais demander à Stanislas Sevenot et Eric Trousset de nous rejoindre. Bravo. Bon, on a l'impression, parce qu'il ne faut pas qu'on tombe dans le storytelling, mais on commencer à faire un début de narration. Mais il y a des chiffres, donc ça va. Il y a des chiffres, donc on va apporter du contenu. Puisque mieux qu'une feuille morte. La notoriété de la marque, je pense qu'on l'a quand on s'appelle La Poste. Donc on va essayer maintenant de nourrir l'autre angle qui est celui du contenu. On y va, Valérie ou... Alors, on va parler bien sûr d'attention, qui est la thématique d'aujourd'hui, même si c'est ancien. C'est en bas. Dans le mauvais sens. Et vous allez voir qu'on essaie de prendre un angle différent de celui de l'attention. Alors, c'est effectivement un sujet qui agite beaucoup le marché de la communication depuis quelques années. On voit fleurir, notamment dans le digital, des technologies qui sont censées capter un peu plus l'attention du consommateur. C'est un sujet qui ouvre effectivement beaucoup de discussions. Je vais faire un petit coup de promo sur le livre blanc de l'IREP et du CESP qui est sorti il y a un mois, qui essaie quand même de poser les bases de c'est quoi l'attention, parce que beaucoup en parlent, mais il faut à minima avoir une définition commune avant de pouvoir tenter de régler le sujet. C'est un sujet qu'on n'est pas les seuls à traiter. Il y a un livre assez sympa qui est La civilisation du poisson rouge, qui a d'ailleurs fait une suite, de Bruno Patino, qui explique justement toute cette contextualisation et cette surinformation dans laquelle nous vivons tous, consommateurs et citoyens. Et c'est un sujet international, puisque nos amis britanniques ont même créé The Attention Council pour essayer justement là aussi de fédérer les acteurs du marché anglo-saxon pour trouver des solutions, mais aussi normer, parce que cette notion d'attention mérite déjà de poser une définition qui soit partagée par tous avant de pouvoir tenter de régler le problème. Côté La Poste Solutions Business, on a commencé à travailler sur le sujet avec les sociologues du cabinet Eranos il y a maintenant presque 5 ans. Ça a donné lieu à un livre blanc, mais surtout ça a ouvert un champ de réflexion. On a essayé de travailler le problème sous un autre angle, en se disant, voilà, la problématique de la marque, c'est de savoir émerger, c'est se rendre visible, je ne vais pas paraphraser ce qui a été dit, audible, compréhensible, avant d'être désirable. Mais aussi finalement reposer la question de nos fondamentaux, ce qui nous a amené à se dire, on va essayer de travailler le sujet de manière différente, c'est le contexte de réception du message. Et c'est ce qui nous a amené à parler du domicile. Alors c'est sûr que quand on s'appelle La Poste, les courriers que l'on porte arrivent à domicile, mais au-delà finalement de ce point de départ, c'est essayer de comprendre l'impact que pouvait avoir le domicile comme contexte de réception des messages publicitaires. Donc on a mené des travaux préparatoires, Cali d'abord, puis Quanti, et puis ça nous a amené à nous tourner vers BVA Excite, il y a 2 ans maintenant, pour monter un dispositif, vous allez voir, assez massif, pour justement quantifier l'impact du domicile. On avait finalement 2 questions de fond à laquelle on souhaitait répondre. C'était mesurer la part du domicile dans les parcours d'achat. Que ce soit d'ailleurs des achats qui se fassent en ligne ou en magasin physique, vous allez voir qu'il y a des choses intéressantes à dire. Et puis c'était décrypter le rôle des points de contact à domicile, puisque finalement, quand on s'appelle La Poste, on va parler de courrier, mais la télé trône encore souvent au sein du salon, on scrolle son smartphone aussi beaucoup chez soi, donc c'était vraiment avoir une vision très holistique des points de contact, et on y a bien sûr injecté les points de contact hors domicile. Il n'était pas question d'être uniquement focusé sur le domicile, avoir vraiment cette vision complète. Et avant de rentrer dans la narration de l'étude, on est très fiers d'avoir reçu sur ce dispositif
un prix or au trophée des études et innovations il y a quelques mois, qui finalement, non c'était argent, pardon, je ne vais pas non plus... on en rêvait. C'est ça pour l'année prochaine. Qui finalement concrétise, valorise tout ce travail. Je vais laisser maintenant la main à Stanislas qui va vous détailler la manière dont on a travaillé. Merci Eric. Effectivement, Eric l'a dit, c'est un dispositif qui est assez massif, très ambitieux. On aime à dire qu'il est un peu inégalé sur le marché. Vous voyez, quand on parle de dispositifs massifs, on est sur plus de 25 000 interviews dans l'année réparties en 2 vagues, une vague au printemps, une vague à l'automne. C'est comparable à ce qu'on peut observer sur les mesures d'audience, je pense notamment à la presse. Donc cet observatoire nous amène à décrire une quantité importante de projets. Vous voyez, plus de 70 000 projets décrits. La philosophie de cet observatoire, finalement, c'est de recenser auprès des Français l'ensemble des projets sur un certain nombre de secteurs qu'ils ont conçus, réalisés, voire concrétisés au cours des 6 derniers mois. Et sur ces projets d'achat, d'essayer d'identifier, de décrypter le rôle des supports de communication tout au long du funnel d'avancement de ces projets, de la phase de réflexion, la phase amont, à la phase de décision et de l'achat. Donc c'est ça un peu la philosophie de cet observatoire. Vous voyez qu'on couvre un nombre important de secteurs. Ces secteurs, je ne vais pas les détailler. Il y a des secteurs, des catégories à achat court, des secteurs beaucoup plus impliquants, je pense notamment à l'immobilier ou à l'automobile. Et puis on a aussi, je dirais, les dépenses courantes, les courses du quotidien, avec les 3 catégories d'achat FMCJ, alimentation, boisson, produits d'entretien et hygiène beauté. Donc c'est relativement large. Vous imaginez l'effort aussi pour les répondants de renseigner l'ensemble de ces projets. Et vous voyez que sur nos plus de 25 000 interviews, ça représente à chaque fois plusieurs milliers de projets. Donc on a vraiment de la matière pour rentrer assez finement, de façon granulaire dans le détail des projets. Les supports de communication, j'en parlais, évidemment, Eric l'a dit, il ne s'agissait pas de s'intéresser uniquement aux supports de communication de la Poste, mais de couvrir de façon exhaustive de nombreux points de contact, donc du média, du hors-média, du digital, du traditionnel avec la pub télé, la pub radio, la pub en presse, des choses autour du point de vente aussi. On a parlé du hors domicile, mais effectivement la PLV, la promotion sur le lieu de vente, l'échantillonnage sont aussi couverts dans l'étude. On a le SMS publicitaire, l'email publicitaire qui sont aussi couverts. Donc c'est cette universalité de l'étude qui est intéressante, parce qu'elle a vocation finalement à servir l'ensemble du marché publicitaire. Et sur ces supports de communication, on s'intéresse à différents éléments. Le stade du projet au cours duquel le contact intervient, hein, je l'ai dit, est-ce que c'est en amont ou est-ce que c'est en aval au moment de la prise de décision, le contexte, est-ce que c'est au domicile ou en dehors, la fonction, le rôle du point de contact, et puis quelque chose qui était assez innovant, on a essayé de couvrir, de comprendre l'empreinte émotionnelle laissée par chaque support de communication. Est-ce qu'on s'inscrit plutôt dans un registre positif? On a 7 émotions positives qu'on couvre, par exemple le plaisir ou la curiosité, 7 émotions négatives, comme par exemple l'ennui ou l'agacement, et puis une émotion neutre qui est la surprise, qui peut être positive ou négative, et ça donne des résultats assez intéressants, vous le verrez tout à l'heure. Alors on rentre, désolé pour les chiffres, j'espère qu'il n'y en aura pas trop, mais il faut évidemment quand même en donner. Donc il y a d'abord ce chiffre assez massif, quasiment 100%, 98% des foyers ont initié au moins un projet d'achat au cours des 6 derniers mois, initié. Donc, ça veut dire qu'un certain nombre de ces projets n'ont pas été concrétisés, mais ça veut dire que l'ensemble des foyers français sur les secteurs qu'on a couverts ont initié au moins un projet d'achat. Là, j'exclus le FMCJ parce que tout le monde est concerné, mais sur les 16 secteurs qu'on a détaillés. Plus de 7 projets en moyenne par foyer au cours des 6 derniers mois. Donc là aussi, ça va un petit peu à rebours de ce qu'on entend sur une forme de sinistrose de la consommation. On voit que les foyers français ont une forme de dynamique de consommation sur les secteurs qu'on a couverts. Vous voyez qu'il y a même un quart des foyers français qui, sur les 6 derniers mois, donc c'est une période de temps relativement courte, ont conçu, ont imaginé
10 projets ou plus, donc c'est assez important. Alors, logiquement, on voit qu'il y a des vraies différences entre les secteurs. Sur les secteurs, je dirais les moins impliquants, on a une pénétration des projets beaucoup plus importante. C'est le cas pour la mode habillement, 85%. Les loisirs ou les produits culturels, on est à plus de 2 tiers des foyers. Et à l'inverse, sur les catégories les plus impliquantes comme l'immobilier, l'énergie ou l'automobile, on est sur au moins de 30% des foyers qui sont concernés par un projet de ce type. On a extrapolé ici ce que ça pouvait représenter en nombre d'individus. Vous voyez que ça concerne à chaque fois plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de Français sur ces différentes catégories. Alors, autre information intéressante, parce qu'on peut imaginer que les Français sont un peu dans la répétition de leurs habitudes. Vous avez un lave-vaisselle qui tombe en panne, vous rachetez la même marque, et bien ce qu'on identifie dans l'étude, c'est que près de la moitié des projets terminés ont abouti à l'achat d'un produit ou d'un service d'une nouvelle marque, jusqu'ici non présente dans le foyer. Donc on peut imaginer que les supports de communication amènent les Français à découvrir des nouveaux services, des nouvelles marques et à basculer sur une offre qu'ils ont jugée intéressante. Évidemment, pour d'autres, notamment 30%, c'est l'achat de la même marque que le précédent produit ou service, ou l'achat d'une marque déjà possédée pour un autre équipement, un autre service. Et c'est cette dimension un peu découverte et finalement un peu prise de risque qui est intéressante ici dans ce résultat. Alors, autre chiffre assez fort, c'est 93% des projets sont principalement discutés au domicile. On voit que le domicile est vraiment le lieu privilégié pour discuter de ces projets d'achat. Près de la moitié de ces projets concernent l'ensemble du foyer, donc ce ne sont pas des projets personnels. Et près des 2 tiers des projets génèrent des discussions avec les proches, et c'est surtout des discussions avec les membres du foyer. Alors là aussi, assez logiquement, les catégories les plus impliquantes, comme l'immobilier, l'automobile, les travaux ou là encore les voyages, donnent plus souvent lieu à des échanges entre les membres du foyer. C'est ici les catégories, les secteurs en jaune. À l'inverse, tout ce qui va être de l'ordre de l'habillement ou encore des dons à des associations sont des projets un peu plus personnels qu'on va logiquement moins discuter avec les membres du foyer. Alors on a parlé des projets, on va parler maintenant des supports de communication. Je disais tout à l'heure près d'une trentaine de supports publicitaires testés dans l'étude. Et là encore, un résultat très intéressant, c'est que c'est cette logique, cette stratégie des Français de cumuler les sources d'information, les supports de communication, parce que vous voyez qu'en moyenne, sur les 16 secteurs évoqués précédemment, on a près de 8 points de contact publicitaires qui sont consultés en moyenne par projet d'achat, donc c'est assez fort. Vous verrez qu'il y a des variations importantes d'un secteur à l'autre, mais déjà ce chiffre, il montre bien la nécessité d'orchestrer les moyens et de travailler différents supports de communication. 61% de ces points de contact publicitaires, ils ont lieu au domicile. On parlait tout à l'heure de la télévision, on pense aussi évidemment à la boîte aux lettres, mais aussi au catalogue. Alors vous voyez, dans le détail, on a une variation assez forte. On va de 4,7 à 13 supports de communication. C'est perçu par les gens. C'est en déclaratif, c'est effectivement en déclaratif. Et vous voyez que plus la catégorie est impliquante, plus ça va nécessiter finalement de recueillir de l'information, donc de cumuler les sources, de cumuler les supports de communication. 13 sur l'immobilier, un peu plus 12 sur l'énergie, quasiment 10 pour la banque assurance. Donc sur ces secteurs plus impliquants, on va cumuler les supports de communication avant de prendre sa décision. Alors là encore, on voit des différences sur est-ce que ces contacts publicitaires ont lieu au domicile ou hors domicile. Vous voyez que dans le cadre des projets de voyage, de dons, d'ameublement, de jardinage, bricolage ou encore d'électroménager ou d'équipements high-tech, les contacts publicitaires ont plus souvent lieu au domicile. Ça va de 64% à 73%. Et vous voyez que pour les dons, on tombe à 50%, mais on est encore sur une majorité des points de contact qui sont consultés au domicile.
Alors, là encore, autre résultat intéressant, les publicités, les supports de communication qui sont consultés au domicile génèrent sensiblement plus de discussions et d'échanges avec les autres membres du foyer. C'est le 71%, à comparer aux 65%. On est ici sur une différence significative, donc intéressante aussi pour ce qui se passe au domicile. Des recommandations, des catalogues et des publicités en point de vente qui génèrent plus souvent des échanges au sein du foyer par rapport notamment aux médias traditionnels ou encore à l'email ou au SMS. Alors, autre élément intéressant, c'est finalement le rôle des différents supports de communication tout au long du funnel, de la phase amont à la réflexion, à la prise de décision. On voit que dans le détail, donc on a des rôles complémentaires, on a un digital qui apporte des précisions, hein, c'est ce que vous avez ici, il va apporter des précisions, il va être plutôt plus fort sur cette phase d'apport de précision que les autres supports de communication, quand la publicité distribuée en boîte aux lettres donne envie de se rendre en magasin. C'est le 21% que vous avez ici. Donc, complémentarité des moyens, complémentarité aussi des rôles sur les supports de communication. Sachant que là, ce n'est qu'une moyenne sur les 16 secteurs de biens et services impliquants, et qu'on a forcément, vous l'imaginez, des très fortes différences secteur par secteur, où là, il y a des particularités qui font ressortir des points de contact différents. Alors ici, on a la charge émotionnelle des supports de communication. Je vous disais que c'était une innovation. On a identifié ces émotions. Alors, bonne nouvelle, par rapport notamment au public bashing qu'on entend beaucoup, on a 8 supports de communication sur 10 qui génèrent une émotion positive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on replace finalement les Français dans leur projet d'achat, quand ils se remémorent les supports de communication qu'ils ont utilisés, eh bien, assez facilement, ils nous indiquent avoir ressenti les émotions positives. 80% quasiment d'émotions positives, 21% d'émotions négatives. On arrive à ce net emotional score de 58 qui solde les émotions positives et les émotions négatives. Donc on est plutôt dans un registre, assez largement dans un registre positif. Vous voyez que les émotions les plus souvent ressenties quand elles sont positives, c'est de l'intérêt et de la curiosité. Et quand on est sur un registre négatif, c'est plutôt de la confusion et plutôt de l'inquiétude. Alors là encore, quand on compare les supports de communication consultés au domicile ou hors domicile, on voit que la balance penche plutôt pour le domicile. Le net emotional score est plus favorable quand on a consulté des supports de communication au domicile versus le hors domicile, de l'intérêt, de la curiosité, mais aussi de la confiance et de l'enthousiasme par rapport à davantage de confusion sur des supports de communication consultés en dehors du domicile. J'ai quasiment terminé, Valérie, puisque je termine par l'influence, puisque c'est aussi un élément qu'on couvre dans l'étude. On a demandé aux Français si finalement les points de contact qu'ils avaient consultés avaient influencé le projet d'achat. Et bien vous voyez que la réponse est très majoritairement positive. Plus des 2/3 des points de contact publicitaires, les Français nous disent qu'ils ont influencé leur projet d'achat. Là encore, un delta favorable au domicile, puisque les points de contact consultés au domicile ont davantage influencé les projets. Et voilà. Donc, merci Stanislas. En guise de conclusion, ce que l'on voit au travers de cette approche macro de cette étude qui mérite d'entrer dans le détail, c'est que finalement, les Français, ils se créent une bulle d'attention à domicile. Et pour les marques, c'est vraiment le domicile, c'est un territoire d'expression, c'est un contexte même d'expression particulièrement favorable. Ce qui est rassurant, c'est de voir que, et Stanislas l'a bien dit, contrairement à l'idée ambiante que les Français sont publiphobes, quand on les met dans un contexte précis d'achat, ils vont chercher de l'information. Il y a de l'information qui arrive, mais ils vont aussi en chercher. Et quand on est à près de 8 points de contact, ça veut dire qu'on a envie de ne pas se tromper. Le consommateur, il est averti, et donc il se nourrit de ce qui arrive. Mais ce concept de se créer cette bulle d'attention autour de soi pour faire les bons choix amène aussi à se poser la question de jusqu'où les marques peuvent se permettre l'hyper-personnalisation. On parlait d'effet de mode, c'est très à la mode en ce moment. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'hyper-personnalisation,
Mais si une marque ne fait que ça, elle se met en risque parce que finalement, elle se coupe des prescripteurs déjà au sein du foyer, voire des amis. On sait que parfois c'est des collègues qui vont aussi interagir avec la personne qui a un projet, qui a besoin, enfin l'humain c'est quand même un animal social, et on a besoin d'interagir, on n'a pas envie de se tromper, et voilà, donc ce qu'il faut retenir finalement de cette approche rapide, c'est que le domicile a une vraie place dans la prise de décision d'achat, que ces achats soient d'ailleurs faits en ligne ou en point de vente physique, sinon c'est pas le sujet. Et donc pour les marques, il faut vraiment avoir cette notion de contexte d'insertion qui va contribuer, je ne dis pas que c'est la solution, mais qui va contribuer à justement capter l'attention des consommateurs. Merci beaucoup. Je laisse me donner votre place.